Voilà, nous allons reprendre donc cette journée de conférence et donc la prochaine conférence est donc sur la diététique et donc les conseils pour y voir plus clair et donc pour cela, j'invite donc Hélène Lejeune qui est la présidente de l'association de diététique et donc qui va faire cette conférence. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien là, ça va? Oui, parfait. Ok. Bon ben, merci beaucoup à Madame Gérardi de m'avoir contactée pour me demander de parler alimentation et douleurs chroniques dans les affections rhumatismales. Alors, je peux partager mon écran? Tout Je vais à fait. essayer. Alors, je ne sais pas trop comment je dois faire parce que... attendez, j'aurais bien voulu mettre en grand. Voilà. Ah oui, comme ça va marcher, je pense. Clair. Voilà. Partager. Et je vais le mettre. En principe, je dois pouvoir le mettre en tiroir. Voilà. Donc, on va parler conseils diététiques. On va essayer de démêler le vrai du faux. Et j'ai suivi en partie la conférence précédente. Et c'est vrai que l'alimentation, on ne sait pas toujours comment ça joue sur la santé, mais il y a quand même des choses, je pense, sur lesquelles on peut venir pour justement avoir quand même un meilleur état général. Donc comme Justine m'a présenté, donc je m'appelle Hélène Lejeune, je suis diététicienne agréée. Je suis aussi pour le moment présidente des diététiciens francophones. Et j'ai la particularité en fait de souffrir de polyarthrite rhumatoïde ankylosante et mon mari aussi. Et mon mari est en plus diabétique insulino-requérant. Donc je pense que du coup, je pense que j'ai vécu ce que certains d'entre vous ont vécu ou je le vis encore. Et donc je vais un petit peu vous expliquer ce que moi je pense et ce qui serait peut-être préférable de pratiquer comme alimentation. Voilà. Alors, on va rendre cette séance un petit peu interactive. Donc, j'ai proposé à Justine de vous soumettre de temps en temps un sondage. Donc, je ne sais pas si Justine, vous pouvez reprendre la main. Oui, quelques petits instants. Excusez-moi, c'était un peu rapide, mais Voilà. voilà. Donc, on vous pose deux questions. La première, c'est est-ce que vous avez déjà fait appel à un diététicien, oui ou non? Et la seconde, c'est est-ce que vous avez déjà fait appel à un nutrithérapeute, un coach en nutrition, je sais pas, voilà, un conseiller en nutrition aussi. Donc, vous pouvez répondre aux deux questions. J'imagine que c'est fait. Et donc, Voilà voilà. les résultats. Donc, en fait, vous avez plutôt, quitte à consulter quelqu'un, vous avez été plutôt chez un diététicien. Il y a quand même une grande partie d'entre vous qui n'a consulté ni diététicien, ni nutrithérapeute. OK. Merci, Justine. Donc, je vais essayer de reprendre la main sur le PowerPoint maintenant, c'est peut-être plus difficile. Voilà. Et donc, en fait, je vous présente aussi la fiche que l'on a publiée et qu'on a éditée à l'occasion de notre semaine des diététiciens et dont le thème était justement vitalité et santé. Tout passe par l'alimentation et vous savez que finalement, on a quand même beaucoup parlé d'alimentation par rapport à la crise sanitaire. Et donc, ça nous a donné un petit peu l'occasion de refaire le point par rapport à différentes pathologies liées à la nutrition. Alors, la malnutrition, c'est la maladie la plus répandue au monde.
Et par malnutrition, on entend les carences, hein, donc des gens qui seraient carencés, ou bien les excès, ou les déséquilibres dans l'apport énergétique, donc dans l'énergie que l'on consomme, ou bien dans les nutriments, donc dans ce que notre alimentation nous apporte. Et donc, la malnutrition, ça couvre 3 grands groupes d'affections. La dénutrition, la malnutrition. La dénutrition, c'est quand les gens sont carencés en certains nutriments, d'accord, donc protéines, lipides, glucides, vitamines ou minéraux. La malnutrition, c'est chez nous, en tout cas, on parle de malnutrition souvent quand il s'agit d'excès. Hein. Et puis, il y a tout ce qui tourne autour du surpoids, de l'obésité, les maladies non transmissibles liées à l'alimentation. Donc, ce sont des maladies qui sont en fait évitables en, en ayant une alimentation qui est plus optimale. Ça va? Alors, deuxième sondage. Je repasse la main à Justine. Voilà, ça arrive. Voilà. Alors, pensez-vous, donc en première question, pensez-vous que l'alimentation a un impact sur la santé? Et dans le cadre de votre pathologie, votre médecin vous a-t-il déjà proposé de faire appel à un diététicien? On attend un peu les réponses. Oui. Quelques instants. Voilà les résultats. Donc, vous êtes 100% à penser que l'alimentation a un impact sur la santé et vous avez raison. Et vous êtes, allez, 30%, je vais dire, de personnes à qui votre médecin a déjà proposé, en tout cas, de vous renseigner par rapport à votre alimentation chez un professionnel de santé. Alors, en fait, effectivement, l'alimentation, elle joue un rôle fondamental dans la santé et dans notre vie au quotidien en général. Et on considère que l'alimentation, c'est le premier pilier de la santé. Le deuxième pilier, c'est l'activité physique, manger, bouger. Et le troisième pilier, c'est la santé mentale. Alors, que faire finalement pour que santé rime avec vitalité? Et on en a parlé suffisamment avec l'oratrice précédente. Hein. Donc, elle vous a finalement fait un peu un topo sur ce qu'il y avait lieu d'analyser par rapport justement à la présence, l'existence, la persistance de vos douleurs. Et donc, la première chose à faire finalement, c'est quand même toujours important d'organiser sa journée. Donc, bien sûr, on va travailler, bien sûr, on va dormir, hein, et on va insister sur le sommeil parce qu'effectivement, il y a un tas de choses qui se passent pendant qu'on dort et d'autant plus si on dort bien. Et donc, bon, évidemment, on a des activités familiales, on a aussi des activités physiques ou sportives ou autres. Hein. Il est certain, quand on a 5 enfants, on a parfois un peu plus de mal de se libérer pour aller faire 2 heures de sport tous les jours. Mais ça constitue aussi une part d'activité. Hein, donc, on ne parle pas ici d'intensité, mais on parle de quantité d'activité physique. D'accord? Donc, on ne vous demande pas d'aller courir un 100 mètres, mais de pratiquer finalement une activité physique un petit peu tous les jours. Ça, c'est vraiment important. Alors, il est important aussi de prendre du temps pour manger. Hein, et donc, vous voyez qu'on a repris ici les temps de table, finalement. Donc, le petit déjeuner, 20 à 30 minutes. Le repas chaud, 45 minutes. Le repas, l'autre repas, que je le retrouve, je ne le vois plus. Enfin, bon, c'est aussi à peu près 45 minutes hein, pour les repas. Et puis, il faut, oui, voilà, le casse-croûte, si c'est un casse-croûte, c'est 30 minutes. Mais c'est aussi important de passer un petit peu de temps à préparer ces repas. Et c'est pour ça que je l'ai mis dans, ce planning de journée, disons. Alors, le deuxième point, c'est vraiment très, très important de prendre soin de son sommeil. Et donc, il faut savoir que, bien sûr, les enfants, ça dort beaucoup.
hein. Donc, un enfant, ça doit dormir entre 10 et 13 heures, avec 1 heure de sieste. Et puis, les enfants en âge d'école, ils doivent encore dormir au moins 9 à 11 heures. Et les adolescents, entre 8 et 10 heures. Et en fait, ce sommeil, il est indispensable à notre santé par toute une série de mécanismes physiologiques, et notamment l'insuline, hein. Et le sommeil va conditionner la mémoire, l'apprentissage, le métabolisme et l'immunité. Il faut savoir, et donc les adultes doivent dormir entre 7 et 9 heures, et je ne sais pas si comme moi, vous avez ce souci. Moi, maintenant, je serais bien une marmotte, en fait, parce que pendant tout un temps, j'ai vraiment invalidé mon sommeil en travaillant très, très tard, etc. Et puis, ben, depuis que cette maladie est là, en fait, moi, j'ai axé finalement ma récupération sur le sommeil en me disant: «Beh, je vais d'abord restructurer mon sommeil», et je dois dire que ça a bien fonctionné. Et donc, il faut savoir qu'un mauvais sommeil, en dehors des troubles de l'humeur, bien sûr, hein, ça rend irritable, hein, quand on n'a pas bien dormi, et des troubles de l'attention, notamment au volant, hein, que ça peut engendrer, eh bien, ça majore le risque de maladies cardiovasculaires, d'obésité, de diabète, de cancer et même de maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer est assez liée, enfin, a les mêmes facteurs de risque, en fait, que les maladies cardiovasculaires. Et donc, pour bien dormir, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va éviter de souper trop tard, de prendre un souper qui est copieux, alcoolisé, ou bien de reprendre du café et des boissons énergisantes en fin de journée. Éviter de pratiquer un sport intensif en soirée, parce que vous savez que du coup, on développe des endorphines qui sont en fait des excitants et qui empêchent de dormir. Ne pas passer trop de temps devant les écrans, quels qu'ils soient, en fin de journée, et on le verra. Pas non plus prendre ses repas devant des écrans parce que ça empêche de réaliser ce que l'on consomme. Et puis aller se coucher à une heure raisonnable et se lever à une heure tout aussi raisonnable pour avoir justement au moins 7 à 9 heures de sommeil par nuit. Bouger, on en a parlé, bouger progressivement. Quand ça fait mal, on n'a pas envie de bouger, et pourtant ne pas bouger, c'est pire, ça renforce encore la douleur. Donc il faut bouger tous les jours, minimum 30 à 60 minutes d'activité physique, et un peu bouger toutes les heures. Alors si comme moi, vous avez été contraint au télétravail, ben c'est vraiment très très important de toutes les heures se lever, faire quelques petits mouvements, pas rester devant son ordinateur, voilà, aller jusqu'à la boîte aux lettres, chercher le courrier, aller nourrir les poules, n'importe, enfin, mais bouger, bouger un minimum. Ça, c'est vraiment important. Alors, j'avais envie de vous parler d'une nouvelle technique, et donc je vais vous proposer le sondage numéro 3. Est-ce que vous connaissez l'exercise thérapie? Oui, non. Et votre médecin vous a-t-il déjà conseillé de consulter un spécialiste de l'exercise thérapie? Voilà, encore un petit instant. Voilà. Voilà. Donc, il y a très peu de personnes qui connaissent l'exercise thérapie, et globalement, votre médecin ne vous a pas conseillé un spécialiste de l'exercise thérapie. Merci beaucoup. Alors, c'est quoi cet exercise thérapie? En fait, l'exercise thérapie, c'est allier le mouvement adapté, donc l'activité physique adaptée, une activité physique ou sportive adaptée, et l'alimentation optimale. Et donc, en fait, l'exercise thérapie, quand on renforce une alimentation saine par le mouvement, en fait, on obtient encore plus de bienfaits. Et donc, je vous conseille vraiment, si en tout cas c'est votre cas, d'avoir quelques petits problèmes de poids, et on sait que souvent les maladies rhumatismales sont des maladies de surcharge. Donc, en général, il y a un petit excès de poids ou un plus gros excès de poids. Se mettre en mouvement,
va faciliter finalement le maintien d'un poids de forme ou la récupération d'un poids de forme. Alors, gérer le stress, on en a beaucoup parlé. En tout cas, chez moi, ben voilà, quand je suis stressée, ça va beaucoup moins bien. Et donc, quels sont les moyens? La méditation, le yoga. J'en ai pas parlé, mais l'hypnose, ça fonctionne bien, l'auto-hypnose, la sophrologie, les techniques respiratoires, la cohérence cardiaque. Ce sont des choses qui vont vous amener à maîtriser votre stress, en sachant que le stress peut vraiment pousser à modifier les comportements alimentaires, tant vers l'excès que vers la restriction. Et donc, c'est vraiment important d'être attentif aux circonstances qui font que finalement, on va avoir plus mal ou moins mal, qu'on va se sentir mieux ou moins bien. Et je vous conseille vraiment, comme l'a dit l'oratrice précédente, de consulter si vous n'y arrivez pas seul. C'est vraiment important. Donc, vous avez des liens, puisque vous aurez accès aux présentations. Vous avez des liens sur la présentation qui peuvent vous permettre de trouver des personnes qui vont vous aider. Et puis, bien sûr, on en arrive à l'alimentation, mais c'est un ensemble de choses. On doit intégrer l'alimentation dans le reste. Et on ne doit pas juste travailler sur son alimentation. Je pense qu'il y a un tas de choses sur lesquelles on peut travailler. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que l'idéal, c'est 3 repas. Et éventuellement une collation. Une collation si, entre 2 repas, il y a un long délai. Donc, sinon, on conseille 4 heures entre 2 repas. Donc, si vous déjeunez vers 7h, 7h30 et que vous dînez vers midi et demi, 1h, vous n'avez pas forcément besoin de collation entre les deux. Alors, on va voir un petit peu, donc vous voyez ici des assiettes. Donc, évidemment, vous voyez que finalement, il y a un féculent à chaque repas, qu'il y a un aliment source de protéines, qu'il y a aussi beaucoup de végétaux. Et donc, on va un petit peu revoir les familles alimentaires, mais sur la base de la nouvelle pyramide, puisqu'elle est maintenant décapitée. Donc, je vous la présente. Voilà la nouvelle pyramide. Et vous voyez qu'on l'appelle décapitée parce qu'en fait, les aliments non indispensables que vous voyez dans le haut de la pyramide sont décalés. Pourquoi? Parce qu'en fait, alors, on a entendu beaucoup parler de non essentiels. Eh bien, honnêtement, ce sont des aliments qui sont non essentiels dans une alimentation optimale, mais ce sont des aliments qui font plaisir et qu'on va avoir tendance à retrouver de manière exceptionnelle dans notre alimentation. Vous voyez que la base de la pyramide, c'est l'activité physique, minimum 30 minutes de marche rapide ou équivalent par jour. Moi, je dis toujours que finalement, la marche, c'est quelque chose qu'on fera le plus tard possible dans notre vie, et donc que c'est important de continuer à marcher. Voilà. Alors, on va passer en revue les différents étages de la pyramide, et de temps en temps, il y aura des questions via le sondage. Premier étage de la pyramide, puisque le rez-de-chaussée, c'est l'activité physique. Donc, ce sont les boissons. Et on insiste sur le fait que l'eau est bien sûr la seule boisson indispensable au bon fonctionnement de notre organisme. Et que c'est vraiment important de se déshabituer progressivement des sodas et autres boissons sucrées ou édulcorées. Pourquoi édulcorées? Eh bien parce que finalement, ça ne permet pas de se déshabituer du goût sucré. Alors, même si la boisson ne contient plus de sucre, en fait, l'attrait pour le sucre reste par la présence de l'édulcorant. Et vous savez comme moi que certaines boissons, certains sodas qui sont édulcorés donnent l'impression d'être encore plus sucrés que les boissons sucrées. Réduire progressivement la quantité de sucre dans le thé ou le café et éviter l'alcool. L'alcool, c'est un peu un tueur silencieux et il va abîmer un peu tous vos tissus. Et donc finalement, les boissons alcoolisées, c'est pour les hommes maximum 2 verres par jour et pas tous les jours. Pour les femmes, maximum 1 verre par jour et pas tous les jours. Il faut arriver à se sevrer de l'alcool même si on a mal. Parce qu'en fait, l'alcool va vous empêcher de bien dormir. L'alcool déshydrate et n'est pas un bon médicament pour supprimer la douleur.
Alors, comme il existe la pyramide pour les aliments, il existe aussi une goutte des boissons. Et vous voyez que dans le bas de la goutte, ben, vous allez retrouver l'eau. Puis, tout ce qui est thé, café, tisane, qui même si ils sont non sucrés, ben, apportent quand même parfois des petits excitants, d'accord? Et puis, vous avez les jus de fruits. Alors, les jus de fruits, ben, l'idéal, c'est des jus de fruits pressés à la minute et consommés directement. Et sans oublier que pour faire un jus d'orange, il faut 3 oranges. Et que ben, finalement, avec une orange, quand vous la mangez entière, vous avez assez. Et donc, vous allez retrouver dans le jus de fruits, finalement, plus de sucre que dans le fruit. Les soupes et les bouillons, ben, voilà, c'est parfois très salé. Donc, c'est un peu la raison pour laquelle ça se situe à ce niveau-là. Et puis après, vous avez tout ce qui est lait et jus végétaux enrichis en calcium. Et puis les boissons lactées sucrées ne sont pas trop conseillées de nouveau pour leur teneur en sucre. Et puis vous voyez, se trouvent seulement là au-dessus les boissons light sans sucre, donc édulcorées. Puis les sodas rafraîchissants sucrés. Puis les boissons énergisantes pour le sport. Et puis enfin, les boissons énergisantes tout court et bière et vin et boissons alcoolisées. Alors, au deuxième étage. Donc, avant, on trouvait au deuxième étage les féculents. Maintenant, on trouve au deuxième étage les fruits et les légumes. Et donc, avant, on disait 5 fruits et légumes par jour. Et maintenant, on dit 300 grammes de légumes et 250 grammes de fruits par jour. Alors, les fruits, ça va apporter des fibres, des vitamines, des minéraux, de l'eau et de la satiété, puisqu'il faut mâcher. D'accord? Et puis surtout, ça va apporter des pigments. Et dans ces pigments, vous avez des antioxydants. Et il faut savoir que nos maladies, ce sont des maladies dans lesquelles on a pas mal d'oxydation, de stress oxydatif, et que donc, on a encore un besoin accru en fruits et légumes colorés. D'accord? Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir. Alors, bah, plus ils sont de saison, plus ils sont riches en nutriments, hein, en vitamines et en minéraux, en lien avec nos besoins. Et j'entendais l'autre jour un cuisinier qui disait, mais c'est très bien de travailler avec les saisons, parce que finalement, en hiver, on a plus de légumes racines. Mais pourquoi? Parce qu'on a d'autres besoins qu'en été. En été, on a des légumes et des fruits qui sont moins riches, moins riches en hydrates de carbone. Mais pourquoi? Parce que on a besoin de moins de calories. Et donc, voilà, il faut vraiment suivre le rythme de nos saisons par rapport aux fruits et légumes. Alors, par rapport à la coloration, un petit truc consiste à essayer de consommer tous les jours un fruit ou un légume de couleur différente. C'est assez intéressant. Et donc, finalement, vous allez me dire, oui, mais en hiver, on a beaucoup de légumes blancs. Oui, mais on a aussi de la betterave, on a aussi du chou rouge, on a aussi du radicchio. Et donc, finalement, on va pouvoir consommer ces aliments qui sont très colorés et qui vont venir, finalement, apporter chacun leur intérêt dans notre alimentation. Locaux, ben, par rapport à l'impact de l'environnement, bio, moins chargé en pesticides. Vous savez que les pesticides, c'est aussi des perturbateurs endocriniens. Nous sommes très sensibles à tout ça. Et donc, il faut essayer d'éviter tout ce qui est chargé en pesticides, en engrais, en fertilisants. Hein. Les fruits et les légumes, on peut les consommer sous toutes leurs formes, à tous les repas ou en collation. Et évidemment, on va être attentif à la manière dont on les prépare. Parce qu'évidemment, si vous dites ah ben, j'ai mangé qu'une salade, mais que vous avez mis 100 grammes de mayonnaise dedans, vous avez un peu perdu de l'intérêt de manger du légume qui va vous apporter finalement beaucoup de fibres, beaucoup de vitamines, minéraux, mais surtout de l'eau, hein, puisqu'un légume, c'est presque 90% d'eau. Alors, on va passer à la famille des féculents, mais avant ça, on va vous faire travailler un petit peu et vous proposer quelques questions en sondage. Alors, est-ce que vous êtes convaincu que les féculents, ça fait grossir, ou bien que c'est le mode de préparation des féculents qui les rend caloriques?
Donc, les féculents, c'est le pain, c'est les pâtes, c'est les céréales. Ça, ce sont les féculents. Le riz, le quinoa, le boulgour, voilà. Les féculents, ça fait grossir. Il y a 11% qui sont convaincus. Et puis, il y a 89% qui dit le mode de préparation des féculents, ça les rend caloriques. OK, merci beaucoup. Alors, je vais reprendre la main sur le PowerPoint. Voilà. Le féculent, c'est le carburant de la journée. D'accord? C'est aussi la base de toute alimentation. En Asie, on mange du riz. En Italie, on mange des pâtes. Chez nous, on mange des pommes de terre ou on mange du pain. C'est important d'en consommer à chaque repas. Idéalement, si on consomme des céréales, il faut les prendre complètes. Bio, si c'est possible, et au levain, de préférence. Plutôt que transformés. Les pains transformés, c'est quoi? C'est par exemple les pains de toast. D'accord? Donc, ce sont des pains qui ne contiennent plus du tout les mêmes farines parce qu'elles ont été modifiées, ne contiennent pas de levain, ne contiennent pas souvent très peu de fibres. Et donc, je vous engage vraiment à consommer les céréales les plus naturelles possibles. Avec du gluten, sauf si vous présentez une allergie qui a été confirmée par un diagnostic médical. Et effectivement, il ne faut pas en manger des tonnes, mais il ne faut surtout pas systématiquement consommer les pommes de terre sous forme de frites, par exemple, d'accord? Ou bien tremper votre pain dans de l'huile, parce que vous adorez l'huile et que l'huile, c'est bon. Hein? Et donc, c'est plus le mode de préparation qui va apporter des calories que le féculent en soi. Et vous voyez qu'en fait, dans les nouvelles recommandations, maintenant, on dit minimum 125 grammes de produits céréaliers complets par jour. Donc, ça veut dire que si vous mangez, par exemple, du pain matin et midi, eh bien, il faut en manger entre 60 et 80 grammes le matin, entre 60 et 80 grammes le midi. Alors, ce n'est pas pour ça qu'il faut manger un pain, bien sûr, d'accord? Ce n'est pas pour ça qu'il faut manger 1 kilo de pâtes. Hein. Si vous aimez les pâtes, eh bien, faites-les en plat complet et mettez-y plein de légumes. Et vous réduirez, vous verrez, vous allez réduire un petit peu votre consommation de pâtes. Évidemment, si vous faites juste des pâtes avec une sauce carbonara, par exemple, hein, où c'est quand même assez gras, donc il faut savoir que plus c'est gras, moins vite on va avoir l'impression qu'on est à satiété. Donc, si vous faites juste une pâte carbonara, vous allez avoir envie d'en manger beaucoup. Si vous faites une pâte carbonara, mais avec une salade, vous allez déjà manger moins de pâtes. D'accord? Si vous faites des pâtes sous forme de wok, avec un mélange de légumes, etc., eh bien, vous allez encore en consommer moins. D'accord? Et donc, sachez aussi que moins vous mâchez, moins vite arrive la satiété. Plus vous mâchez, et c'est pour ça qu'on aime bien le croque-croque, hein, on aime bien associer du croquant, plus vous mâchez, plus vite va arriver la sensation de satiété. D'accord? Donc ça, c'est vraiment des petits trucs et astuces. Plus c'est mou, plus on mange. Moins c'est mou, moins on mange. Alors, on en arrive à l'étage numéro 4, où on va parler d'une part de ce qu'on appelle les VVP OLAV. Donc, ça veut dire quoi? Viande, volaille, poisson, œufs, légumineuses, alternatives végétales. Et vous voyez à gauche de votre image les produits laitiers et les alternatives végétales, donc les jus végétaux enrichis en calcium. Ça va? Et donc, en fait, l'idéal, c'est de panacher les sources de protéines animales que l'on appelle de haute valeur biologique. Pourquoi? Parce que ce sont des protéines qui sont complètes. Donc, les protéines, c'est constitué d'acides aminés. Et là-dedans, il y a des acides aminés essentiels, c'est-à-dire que l'organisme ne parvient pas à fabriquer. Et donc, on doit les trouver quelque part. Et puis, on a les protéines végétales qui sont de basse valeur biologique. Pourquoi? Parce que dans les protéines végétales, il manque certains acides aminés, notamment certains acides aminés essentiels. La recommandation, c'est maximum 300 grammes de viande rouge par semaine. Pourquoi aussi?
non seulement parce que ben voilà, c'est pas utile de consommer trop de viande, mais aussi retenez que dans la viande, il y a toujours de la matière grasse. Donc, même un steak, qui n'est pas une viande forcément très très grasse, va toujours vous apporter entre 10 et 15% de graisse. D'accord? Et ce sont des graisses animales. Okay. Alors, on conseille d'augmenter la consommation de poissons et crustacés, de petits poissons et de crustacés, les œufs, les légumineuses et les alternatives végétales. Les légumineuses, les lentilles, les haricots, les haricots rouges ou blancs, hein, ce qu'on appelle les faillots par exemple, ou bien les alternatives végétales, elles ont l'intérêt d'être absolument non grasses. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Elles apportent aussi pas mal de fer, elles apportent pas mal de fibres, et donc elles ont pas mal d'intérêt. Mais il ne faut pas consommer que ça, ou bien il faut savoir comment les combiner. Au quotidien, on conseille des produits laitiers, 250 à 500 grammes de lait, ou de yaourt, ou 100 grammes de fromage frais, ou 30 à 40 grammes de fromage à pâte dure. Plus le fromage est à pâte dure, plus il contient des protéines, plus il contient de la graisse et plus il contient du calcium et de la vitamine D. D'accord? Donc, et en plus, moins il contient de lactose, puisque le lactose pose parfois question. Donc, si vous êtes intolérant au lactose, vous pouvez très bien consommer des yaourts sans lactose, il faut vérifier les étiquettes, ou bien des fromages les plus à pâte la plus dure possible, parce que plus la pâte est dure, moins il y a de lactose dedans. Alors, on va reparler du calcium et de la vitamine D, mais dans les maladies rhumatismales, la vitamine D joue un rôle très important, et donc on va essayer d'en consommer et même de se supplémenter en vitamine D. Dans tout ce qui est les viandes, en fait, les charcuteries maintenant transformées, donc genre saucisson, salami, tout ça, en fait, elles font partie maintenant de l'étage décalé de la pyramide. Donc, il est conseillé de n'en consommer qu'en très faible quantité, à raison de maximum 30 grammes par semaine. Ça va? Donc, voilà, on réduit les viandes, on augmente les poissons, les crustacés, les œufs, les légumineuses et les alternatives végétales. On n'est pas obligé de consommer de la viande tous les jours. Euh, on peut remplacer la viande par d'autres protéines, que ce soit des alternatives végétales ou des œufs, d'accord, ou encore du fromage, d'accord. Alors, sondage numéro 5, et on va justement parler des alternatives végétales. Alors, première question. Les produits animaux, donc viande, volaille, poisson, œufs, lait et dérivés, ne sont pas utiles. On peut les remplacer par des végétaux. Oui ou non? On peut les remplacer totalement ici. Et en deuxième question, les végétaux n'apportent pas tous les nutriments indispensables que l'on trouve dans les produits animaux. J'ai déjà en partie répondu à la question. Ça va pour tout le monde? Voilà. Alors, les produits animaux ne sont pas utiles. On peut les remplacer par des végétaux. 24% de oui. Évidemment, je n'ai pas beaucoup d'interaction avec vous, mais il faudra qu'on en rediscute. Et puis, les végétaux n'apportent pas tous les nutriments indispensables que l'on trouve dans les produits animaux. Et là, vous êtes 76 à penser que c'est le cas. Et 24%, ben voilà. Donc, je pense que dans l'auditoire, il y a des gens qui sont plus tournés vers tout ce qui est végétal. Alors, on va voir la réponse. Merci. Voilà. Alors, vous voyez dans le deuxième encart, hein, en cas d'alimentation uniquement végétale,
pour avoir tous les acides aminés que l'on va trouver d'emblée dans les protéines animales, il faut combiner céréales et légumineuses pour avoir un apport adéquat. Les protéines végétales ne contiennent jamais de vitamine B12. La vitamine B12, on ne la trouve que dans les produits animaux. Et en général, le fer héménique, le fer que l'on va trouver dans les produits plutôt animaux, est mieux métabolisé que le fer que l'on va trouver dans les végétaux. Et donc, c'est pour ça que si on a une alimentation uniquement végétale, non seulement il faut combiner systématiquement céréales et légumineuses, mais il faut prendre en général un complément de fer et un complément de vitamine B12. Si on consomme des alternatives végétales, jus et dérivés, il faut systématiquement les prendre enrichis en calcium et en vitamine D, parce que naturellement, ces produits ne contiennent pas de vitamine D. Or, on a un besoin en vitamine D important, et vous savez qu'en Belgique, du fait du manque de soleil, on est tous un petit peu carencés. Enfin, cette alimentation purement végétale ne convient pas aux nourrissons, ni aux femmes enceintes ou allaitantes. Et pour information, l'Académie royale de médecine belge a émis un avis pour dire qu'il était proscrit de donner une alimentation purement végétale aux nourrissons ou aux petits-enfants en bas âge, aux femmes enceintes et allaitantes. D'accord? Donc, ne prenez pas ce risque et faites-vous conseiller si par philosophie, vous voulez devenir complètement végane. Alors, la famille des matières grasses, dorénavant, vous avez d'une part les matières grasses ajoutées à gauche et à droite, vous avez les fruits à coque et les graines, dont on conseille de consommer maintenant 15 à 25 grammes par jour. Donc, les fruits à coque et les graines, c'est aussi bien des fruits secs que des graines. Les matières grasses ajoutées, ça reste le gros souci. Et donc, on va les retrouver sous forme d'huile, de beurre, de margarine. Il faut les choisir de qualité, de sources variées et les consommer en quantité modérée. Pourquoi? Parce que 1 gramme de graisse égale 9 calories. Donc, on arrive très vite aux apports dont on a besoin. Alors, l'intérêt des bonnes matières grasses, c'est qu'elles vont apporter également des oméga 3. Et l'oméga 3, c'est un anti-inflammatoire naturel. Dans quelles huiles est-ce qu'on va les trouver, ces oméga 3? On va les trouver dans les huiles de colza, soja, noix, noisettes, amandes, huile de lin, germe de blé. Il faut en consommer tous les jours sans exception et je vous conseille vraiment d'assaisonner vos salades avec ce type d'huile. Alors vous allez me dire pourquoi pas l'huile d'olive? Parce que l'huile d'olive, c'est une huile intéressante, mais elle est moins riche en polyinsaturés, donc polyinsaturés qui sont plus intéressants en tant qu'anti-inflammatoires naturels. On peut se supplémenter en oméga 3 et aller jusqu'à 3 grammes d'oméga 3 par jour dans les maladies rhumatismales. Ce qu'il faut absolument éviter, ce sont les mauvaises graisses qu'on va trouver notamment dans les produits transformés, dans les sauces, notamment du commerce. D'ailleurs, vous voyez maintenant, de temps en temps, on vous dit cette sauce ne contient pas de sucre. Mais moi, quand je fais une mayonnaise maison, je ne mets pas de sucre dedans. Donc, attention à tout ce qui est commercial et qui est transformé. Les viandes et les charcuteries grasses, à part le canard et l'oie, les autres animaux n'apportent pas des bonnes graisses quand on consomme leur viande. Par contre, les graisses laitières auraient plutôt, donc les graisses laitières qui viennent du lait de vache, auraient plutôt un effet protecteur par rapport aux maladies cardiovasculaires. Donc, on scinde vraiment tout ce qui est viande habituelle, sauf l'oie et le canard, et les graisses laitières. Attention aux snacks salés, sucrés, contiennent souvent des acides gras trans, absolument pas indispensables. Tout ce qui est pâtisserie commerciale également. Donc, les oméga 3, ce sont des acides gras qui sont des composants des lipides et qui sont essentiels au développement de notre organisme et au bon fonctionnement du cerveau. D'ailleurs, l'enfant, par exemple, a des besoins très importants en bonne graisse, en oméga 3, pour développer son cerveau.
Ces oméga 3, ils ne sont pas synthétisés par notre organisme et donc notre alimentation doit nous les fournir en quantité suffisante, en prévention des maladies cardiovasculaires, pour un bon fonctionnement de la rétine au niveau des yeux, cerveau, système nerveux. Apports en oméga 3 doivent être suffisants et indispensables chez la femme enceinte, allaitante, en âge de procréer et chez l'enfant. Ces oméga 3 favorisent la diminution de la pression artérielle chez les personnes hypertendues, aident à la diminution du mauvais cholestérol, ont un effet positif sur le maintien de la santé mentale, comme la dépression, la démence, la maladie d'Alzheimer ou au cours du vieillissement, et sont aussi impliqués dans la prévention de la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Donc, c'est une maladie des yeux. Et je vous ai mis... Oui. Excusez-moi, Madame Lejeune, je vais vous inviter à un peu conclure. Je vois un peu le temps qui passe oui, et qu'on puisse répondre aux questions. Oui, voilà. Donc, il me reste la 6e famille, non indispensable. Donc, je vous engage vraiment à réduire progressivement votre consommation de sucre à 5 à 10% de notre apport énergétique total, surtout si vous êtes relativement sédentaire, puisque le sucre présent à l'état naturel dans les aliments nous suffit quand on est sédentaire. Bon, évidemment, si vous courez à 100 mètres, vous pouvez prendre du sucre. Et si vous êtes des accros au sucre, de retarder progressivement la prise de tout aliment sucré dans la journée pour s'en déshabituer. Donc, ne consommez pas du sucre déjà au déjeuner. Et sachez aussi que tout ce qui n'est pas utilisé à des fins énergétiques se transforme en graisse et peut provoquer la maladie du soda, ce qu'on appelle la NASH, et provoquer donc une résistance à l'insuline au niveau du foie, pouvant aller même jusqu'à la cirrhose du foie. Les produits transformés, on a vu, maximum 30 grammes par semaine. Et donc, il me reste quelques trucs et astuces à vous proposer. Donc, déjà, faire les courses après avoir mangé sur la base d'une liste établie en fonction de vos menus. Favoriser les achats dans les commerces de proximité. Cuisiner soi-même ou en famille le nombre exact de portions en quantité adéquate. Se servir en essayant de ne pas se resservir dans une assiette de plus petit diamètre. Prendre le temps de manger en dehors de tous les écrans, garder ou retrouver un poids de forme, bouger bien sûr, écouter ses sensations alimentaires et réguler son appétit, et lire les étiquettes, choisir toujours les aliments qui contiennent le moins d'ingrédients. Les miracles, ça n'existe pas. Les régimes miracles, ça n'existe pas. Ne pas croire tout ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, dans les médias, dans les journaux, à la TV, détox, obligation de sans gluten, sans lactose, compléments alimentaires. Attention, info ou intox, attention aux lobbies commerciaux, attention aux personnes qui vous proposent des régimes qui sont non thérapeutiques, qui n'ont pas une visée thérapeutique, qui pratiquent une médecine qui est non éthique. Ne pas suivre de régime ou s'imposer de restrictions sans diagnostic médical préalable. 5 priorités qui sont reprises sur les pieds alimentaires, produits céréaliers complets, fruits et légumes, fruits à coque et graines, légumineuses et moins de sel. Je vous ai mis les plus et les moins. Les plus, vitamine D, oméga 3, produits bruts non transformés. Les moins, tout ce qui est sucre, produits transformés, mauvaise graisse et sel. Et les compléments éventuels, vitamine D, curcuma, renseignez-vous chez votre pharmacien pour connaître la dose maximale. Antioxydants, d'autant plus que certaines médications finalement sont des consommatrices, sont consommateurs notamment de zinc. Je parle par exemple des immunosuppresseurs. Et ne minimisez pas l'effet des probiotiques. Ça renforce la barrière intestinale et du coup, ça diminue l'inflammation. Il restait un sondage et je pense qu'après, on a terminé. Est-ce que ça va pour le 6e sondage ou vous préférez qu'on le passe? Non, voilà. Voici le sondage. Voilà. Alors, je voulais savoir si la diététique, ça passe toujours par un régime ou c'est avant tout un art de vivre. Et finalement, à votre avis, qui du diététicien, du nutrithérapeute ou du coach en nutrition est un vrai professionnel de santé reconnu? Voilà, on va conclure. Voilà.
Ah, je suis contente de lire ça parce que c'est vrai qu'on est souvent rattaché à de la diète, mais effectivement, finalement, c'est une manière de vivre pour se sentir bien. Et, euh, et donc, en fait, je vais répondre par rapport à la deuxième question. Donc, en fait, le professionnel de santé reconnu, surtout diplômé, c'est le diététicien. Le nutrithérapeute suit quelques week-ends de cours et donc n'a pas une formation complète de 3 années minimum. Hein. La diététique, c'est 3 années minimum de cours en haute école. Et donc, voilà, donc je passe finalement à ce tableau qui vous explique un petit peu. Malheureusement, je vais devoir vous couper parce que sinon on n'aura pas le temps de répondre aux questions. Ah ben voilà, c'est tout. J'avais terminé de toute façon, hein. C'était place aux questions maintenant. Mais je vous conseille vraiment d'aller consulter un diététicien si vous avez des soucis par rapport à votre alimentation. N'hésitez pas à consulter quelqu'un près de chez vous. Voilà, j'en ai fini. Merci beaucoup. Désolée, Non, non, c'est c'est vrai moi. qu'on est deux Et on se en rend, en fait, planning. en plus sur l'écran, j'ai pas d'horloge, donc c'est un petit peu compliqué, C'est mais ça. voilà. Donc, on avait une question Oui. par rapport au régime plutôt strict pour d'autres pathologies, comme le régime cétogène. Est-ce que ces régimes sont adaptés aux pathologies donc inflammatoires rhumatismales ou c'est vraiment adapté au diabète, par exemple ou, Alors, le régime cétogène n'est pas adapté au diabète. Le régime cétogène est donné dans certains cas de maladies neurologiques, notamment pour éviter les crises d'épilepsie et chez certains enfants, justement, qui ont des troubles au niveau neurologique. Le régime cétogène, c'est un régime qui n'est pas du tout équilibré. Et donc, c'est quelque chose qui n'est absolument pas conseillé dans votre cas, en fait. Et pour information, l'alimentation du diabétique, c'est l'alimentation la plus équilibrée possible, hein, parce qu'on va finalement choisir des bonnes graisses, on va éviter les sucres, enfin un excès de sucre rapide, on va consommer des céréales complètes et on va consommer beaucoup de fruits et légumes. Donc, s'il y avait une alimentation à suivre, c'est plutôt l'alimentation du diabétique, mais pas sous forme restrictive, simplement sous forme la plus équilibrée possible. Voilà. Mais cétogène, c'est pas du tout conseillé dans le cadre des maladies rhumatismales. Non. Alors, une autre question, on entend souvent dans nos pathologies les personnes qui ont commencé à prendre des régimes sans lactose, sans gluten pour diminuer donc l'inflammation. Est-ce que c'est une vraie information ou est-ce que vous conseillez justement ces régimes? Alors, par rapport au lactose, rien ne prouve que le lactose augmente l'inflammation dans les maladies rhumatismales. Par rapport au gluten, donc il y a deux choses. Il y a bien sûr des gens qui sont allergiques au gluten, hein, qui souffrent de maladies cœliaques et eux, bien sûr, ne doivent pas en consommer. Il y a aussi des gens qui ont une sensibilité particulière au gluten, mais tout ça se mesure par un diagnostic médical. Donc, le reste, c'est du lobbying commercial. Et donc, il faut être très, très attentif à ça. Il y a beaucoup de modes actuellement sur les régimes sans. Ces régimes sans, finalement, provoquent parfois des carences ou imposent aux gens de se tourner vers des produits qui sont excessivement onéreux et n'ont pas d'intérêt. Donc, moi, j'aurais tendance à dire, si vraiment vous êtes allergique au lactose, eh bien, ça se mesure par un diagnostic médical. Si vous êtes allergique au gluten aussi, et avant de suivre une alimentation sans lactose ou sans gluten, il faut vraiment que le diagnostic ait été confirmé. Il ne faut pas oublier non plus que commencer à consommer des produits sans gluten, c'est souvent des produits qui sont très transformés. Alors moi, j'aurais tendance à vous dire que, à la limite, consommer plutôt des grains, des céréales qui sont cultivés sans pesticides, etc. Consommer des pains au levain qui vont renforcer la barrière intestinale. Et puis après, si vraiment ça persiste, ben voilà,
peut-être qu'il y a un souci. Mais moi, je commencerai par le diagnostic médical, plutôt que de me lancer dans une alimentation soi-disant bénéfique et qui n'a pas prouvé ses effets. Il ne faut pas oublier qu'il y a dans aucun aliment, il y a le même rapport calcium-phosphore que dans le lait. Donc, en fait, même si vous consommez des végétaux enrichis en calcium, vous n'avez pas du tout le même rapport calcium-phosphore. Et donc, en fait, vous perdez un certain intérêt nutritionnel. Et donc, moi, je vous engage vraiment à ne pas vous embarquer dans des diètes dont vous ne maîtrisez pas du tout l'intérêt si elles n'ont pas été conseillées suite à un diagnostic médical confirmé. Voilà. Et une dernière question, ce serait donc l'alimentation, c'est aussi quelque chose de plaisir, une façon de se réconforter. C'est avant tout ça, oui. Et c'est ça, et donc surtout en cette période difficile du Covid, on sait que voilà, on a eu tendance à peut-être plus donc avoir recours à l'aliment plaisir, et, Oui. même dans nos pathologies, quand on va moins bien, quand on a mal aussi. Et donc, comment passer à cette alimentation vraiment, on va dire, plus enfin pas restrictive, mais équilibrée, et parce qu'on sait que c'est bien, mais c'est pas forcément pour ça qu'on l'applique. Et Oui, donc, voilà. comment passer le pas? Ouais. Alors moi, j'aurais tendance à dire que quelque part, quand on bouge, on peut tout manger. Donc j'aurais tendance à dire que ben voilà, favorisez un peu l'activité physique et de cette manière-là, faites-vous plaisir de temps en temps. Ou bien, de temps en temps, vous vous faites une petite journée de joker où vous mangez un petit truc que vous aimez bien. J'aurais tendance à dire que ce qu'il faut surtout essayer de faire, c'est éviter de surcharger son foie. Donc tout ce qui est très sucré, très gras, ça, c'est des choses qu'il faut vraiment éviter parce que la médication est déjà souvent hépatotoxique. Hein. Enfin, moi, j'en ai fait un peu les frais, donc voilà. Et donc, il faut un peu essayer d'éviter ces aliments-là. Mais bon, après, je pense qu'il faut vivre. Il faut surtout vivre. Et donc, si vraiment un jour vous avez fait un excès, enfin, j'imagine que vous avez mangé par exemple une raclette, allez, ou une choucroute, parce que bon, ça pourrait. On sort de l'hiver, mais voilà, ben, le lendemain, essayez de consommer quelque chose de plus maigre. Et puis, ça va s'équilibrer. En fait, l'équilibre, il ne se fait pas sur une journée. Hein. L'équilibre, il se fait souvent sur plusieurs semaines ou sur un mois. Hein. Et puis, ben voilà, mais gardez quand même à l'esprit que prendre du poids, ce n'est pas une bonne chose. Voilà. Mais ça n'empêche pas de se faire plaisir, hein, ça n'empêche pas d'avoir ces petits péchés mignons, ça n'empêche pas. Alors, si vous aimez le chocolat, ben, prenez-le le plus noir possible, par exemple. Mais ne vous privez pas d'un petit morceau de chocolat si ça vous fait plaisir. En fait, je pense que tout est dans l'équilibre. On peut manger de tout, mais voilà, en proportion raisonnable. Et puis, on peut se faire aider aussi, surtout. Si on n'y arrive pas tout seul, parce que ben, du coup, sinon, on a un peu l'effet yo-yo, et ça, c'est pas le top non plus. Faites-vous aider. On est beaucoup plus dans l'accompagnement et dans le soutien maintenant qu'on a été. Moi, quand j'ai fait mes études, on faisait des régimes très stricts à 1000 calories. On affamait tout le monde. On n'est plus du tout là-dedans. Maintenant, finalement, on vous propose des aliments qui vous apportent de la satiété. Et donc, petit à petit, vous allez trouver un équilibre. Et puis, mieux vous allez vous sentir, plus vous aurez tendance aussi à adopter ces réflexes alimentaires qui sont peut-être un petit peu plus sains. Voilà. Mais donnez-vous du temps. De toute façon, c'est une maladie de longue durée, hein, donc on a toute la vie. Hein. Donc, vous ne mettez pas de pression par rapport à ça. Changez progressivement, une chose et puis l'autre. C'est ça, donc il faut être indulgent avec soi-même, je pense que... Mais de toute façon, c'est la règle. Je pense qu'il faut être bienveillant vis-à-vis de soi. Il faut se connaître. Il faut savoir que moi, par exemple, alors je vous parle de moi, j'ai un passé d'adolescente obèse. Hein, et je ne suis pas encore tout à fait à un BMI de 25, d'accord. Donc, j'ai connu des problèmes de surpoids pendant toute ma vie. Mais ça ne m'empêche pas de vivre, de savourer, voilà. Mais je ne prends pas de poids, par exemple. Ça, je sais que c'est quelque chose que je dois. Voilà. Je m'impose de ne pas prendre de poids. Mais c'est tout. Il faut être bienveillant vis-à-vis de soi.
en sachant que ben voilà, moins lourd vous serez, plus facile sera le mouvement. C'est ça, Et le mouvement, c'est indispensable dans nos pathologies. Donc voilà, bien sûr. ça c'est des petits conseils, mais un petit pas à pas. Vous ne mettez pas de pression. C'est ça. Ben, en tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. Avec plaisir. Je suis désolée d'avoir un petit peu dépassé le temps imparti. C'est pas grave. Je pense que c'est un sujet qui intéresse beaucoup et donc je pense que c'est important de répondre aux questions. Mais je pense qu'il reste une ou deux questions dans le question-réponse. Donc, si vous pouvez après rester pour répondre aux personnes je qui vais répondre restent. à ça. Ok, merci Donc, beaucoup voilà. en tout cas. Et merci à vous. Merci. Bon après-midi. Au revoir. À vous également.